Set. Salut à tous et bienvenue dans l'Académie Olympique, votre émission quotidienne sur les JO. Après 2 petits jours d'absence, on est de retour avec, comme vous le voyez, un casting qui a légèrement évolué. Mais bien sûr, il reste un fidèle parmi les fidèles qui sera toujours là. Maxime, comment vas-tu ? Alors attends, je ne t'entends pas. Donc soit t'es muté, soit c'est moi qui ai fait... C'est moi, comme d'hab. Voilà, merci, comme d'hab, merci. Non, non, je disais qu'on avait eu 2 beaux jours de compétition avant-hier et hier, et aujourd'hui aussi, donc toujours présent, toujours content de débriefer une petite heure avec vous. Donc ce soir, on est là et plus heureux que jamais. Effectivement, ça s'est très bien passé sur les 3 dernières journées pour nos Français, on va en parler. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a dû aller plonger du côté des remplaçants car les titulaires nous ont abandonnés. Mais vous inquiétez pas, on a beaucoup de qualité sur le banc. C'est Robin qui nous rejoint aujourd'hui. Comment ça va ? Eh ben, merci Jean, ça va très bien. Voilà, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour débriefer ces nouveaux exploits des Français, ces nouvelles médailles. Franchement, on se régale et on est très heureux des Jeux Olympiques à Paris. Effectivement, ces jeux qui ont donc très bien commencé pour nos Français. Ça marque aujourd'hui Non, c'est demain, pardon, la moitié... Non, après ce soir, je crois qu'on a fait la moitié des jours de compétition. Bref, ça avance à vitesse grand V. Et déjà, l'équipe de France a battu son record de Tokyo. On est à l'heure actuelle à... Enfin, c'était pas un record, mais son score de Tokyo. On approche du record de Pékin. 41 médailles à l'heure actuelle, dont 12 en or. Il nous manque un petit peu quelques titres là pour se rapprocher de la Chine et des États-Unis. 16 médailles d'or pour la Chine, 13 pour les États-Unis. Bon, les Américains en sont à 60 médailles au total, mais la France pointe toujours en deuxième place quand on prend uniquement la quantité de médailles, avec déjà un total de 41 breloques. Donc on peut déjà espérer, je suis en train de me rendre compte qu'il y en a une 42e assez rapidement, puisque sur le 4 x 100 mètres, 4 x 100 mètres 4 nages féminin, pas féminin, pardon, non c'est masculin, c'est mixte, on est en tout cas sur la finale, ouais, et on est en 3e position à l'heure actuelle. Bref, je m'éparpille. On va attaquer cette émission avec le sommaire et on vous donnera bien évidemment le résultat de cette course à l'instant où elle sera finie. Pas sommaire habituel, hein, tout simplement la perf du jour qui va être élargie un petit peu à ce que l'on a vu sur les 3 derniers jours. Bon, ça tombe bien, l'homme que l'on a décidé de mettre à la une a décidé de récidiver après sa médaille d'or d'hier et de faire une performance plutôt pas trop mauvaise aujourd'hui. Donc globalement, ça se porte pas trop mal. Et d'aller nous rapporter une nouvelle médaille d'or aujourd'hui, on en parle d'ici quelques instants. Ensuite, la rubrique on a pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Je suis allé voir 2 épreuves. Maxime s'est rendu sur l'un des plus beaux sites de ces Jeux Olympiques à Versailles. Et il vous en dira un petit peu plus. Le point bleu, il y a beaucoup de choses à rattraper. Donc on parlera bien évidemment des médailles, de quelques déceptions aussi, il faudra les mentionner, mais en tout cas il y a beaucoup de résultats à évoquer, les coups de cœur, histoire d'élargir un petit peu sur d'autres résultats, et puis le programme de demain, cette fois l'Académie Olympique sera de retour en quotidienne jusqu'à la fin de ces Jeux, et donc on reprendra le rythme de croisière habituel. Et puis un petit quiz évidemment pour terminer. Les gars, on attaque avec la perf du jour, donc parce qu'il va falloir se lancer là-dedans. Et la perf du jour, bon, c'est une perf de 2 jours. Une perf qui va concerner le judo français qui performait hein, sur cette première semaine de compétition, puisque on en était à un total de 8 médailles.
mais toujours pas de breloque d'or. Jeudi, on avait eu des déceptions hein, avec Madeleine Malonga et Aurélien Diès que l'on avait évoqué comme de bonnes chances de médailles, notamment pour Madeleine Malonga, hein, qu'on rêvait pourquoi pas être notre première médaille d'or. Ça n'a pas été le cas. Et puis vendredi, ça s'est pas amélioré dans l'après-midi avec la déception, malheureusement, l'élimination de Romane Dico dès les demi-finales, qui est malgré tout allée chercher une belle médaille de bronze, mais elle-même était extrêmement déçue. Et puis finalement, il a fallu s'en remettre au patron du judo français, alors qu'il n'y aura pas de médaille pour la natation à l'heure actuelle, mais il a fallu s'en remettre au numéro 1 finalement, à Monsieur Teddy Riner, l'homme qui a allumé la vasque olympique pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Maxime, on va attaquer sur sa performance en individuel. On l'attendait après l'échec de Tokyo quand même, cette médaille de bronze, c'était un échec puisqu'il restait sur 2 titres, à Rio et à Londres. Et il a fait plus que répondre présent sur toute la journée hier, il a été impressionnant. Ouais, ouais, non, ça a été juste un monstre de A à Z et il a eu un peu de mal, j'ai trouvé, à rentrer dans sa compétition, notamment au premier combat, mais dès le deuxième, il s'est dit, je suis à Paris, il y a absolument aucun monde où quelqu'un me prend ce titre olympique et il a déroulé comme il sait très bien le faire, que ce soit de ses quarts jusqu'à sa finale. Ah, effectivement, il a déroulé, même si tu mentionnes le quart. Il y a eu une scène un petit peu étonnante, en tout cas, qu'on voit très rarement en judo, Robin. C'est cet accrochage avec le judoka géorgien à la fin de leur combat. Le judoka géorgien qui vraisemblablement voulait s'en prendre à Teddy Riner. J'ai déjà vu des choix de vie un petit peu plus intelligents, mais il a fini par être disqualifié de cette compétition. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es pas un petit peu inquiété que ça sorte le français de sa compétition, ou est-ce que Teddy Riner a de toute façon tellement d'expérience qu'il n'y avait pas de souci pour toi? Je pense que Teddy Riner, il a forcément un sacré mental, mais que ça a quand même dû le faire réfléchir un peu. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réaction de la part de son adversaire, même s'il était réputé pour être un peu virulent. Voilà, on sait qu'il avait eu quelques antécédents, mais Teddy, on connaît le champion, on connaît la qualité de l'athlète, et je pense qu'il a réussi à se remettre dans sa compétition juste après, et on l'a vu très concentré et aller décrocher l'or. Effectivement, très, très concentré, c'est le mot. Après, sur les demi-finales, sur les finales, il a pas fait de quartier. Alors, c'est intéressant hein, de voir aussi l'évolution tout au long de la semaine. On passe quand même en début de semaine des moins de 48 kilos chez les féminines à aujourd'hui la catégorie, enfin hier, la catégorie des poids lourds. Et on voit des combats qui sont extrêmement différents. Moi, c'est un truc qui m'a marqué en voyant le premier combat de Teddy Riner. C'est en comparaison avec par exemple Shirin Boukli qu'on avait vu en début de semaine, de voir à quel point c'est statique et à quel point les prises sont importantes. S'il y a une bonne prise, la première attaque peut être dévastatrice. Et c'est une des forces, notamment Maxime, de Teddy Riner, c'est qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui est capable de le bouger, tout simplement. Personne n'est capable de le prendre et de faire bouger sa masse de 140 kilos. Ouais, non, on sait que Sama, c'est un de ses plus gros points forts et il l'utilise très bien. Pendant de nombreuses années, il l'a travaillé, il s'est entraîné dessus pour l'utiliser non pas comme un défaut, comme certains athlètes peuvent l'avoir en s'essoufflant trop vite, en ayant un manque de cardio, mais il l'a utilisé en fait à son avantage pour être juste ancré au sol et que personne ne puisse le bouger. Et puis après, il travaille au corps, il va chercher les manches, il va chercher l'arrière. L'arrière des judogi et il va aller placer sa prise comme il faut au bon moment. Donc il a travaillé pendant de nombreuses années et il en arrive à avoir un judo presque parfait à l'heure actuelle. Ah, Ouais, et effectivement, puis Teddy pour Riner. rebondir, Vas-y, je t'en prie, je t'en ouais, prie. non, juste pour rebondir, c'était pour dire que je pense également qu'il fait la différence sur l'aspect mental. Voilà, quand on voit Teddy Riner en face et qu'on doit se dire, je dois vaincre cet adversaire, quand on voit que physiquement, il est plus grand, il est plus costaud, quand on sait son palmarès, etc., je pense que ça met également un coup au moral à tous ses adversaires au final. Effectivement, et c'est ce qu'on a vu le lendemain, une fois qu'on a changé un petit peu les catégories et qu'on est passé sur la compétition par équipe, où il y avait certains de ses adversaires qui pesaient, il y en avait un jusqu'à 62 kilos de moins que lui.
Et alors là, franchement, il faut vraiment être vaillant pour aller au combat avec Teddy Riner dans ces circonstances-là. Mais donc, il y avait aussi cette difficulté, Robin, de rester concentré, même si c'est un grand champion. Hier, on sentait vraiment que c'était un énorme accomplissement pour lui et que on n'avait pas le sentiment en tout cas qu'il allait se relancer dès le lendemain dans la compétition par équipe et il fallait garder cette concentration, contenir un petit peu les célébrations. Lui-même a dit qu'il a pas tellement dormi parce que dès le lendemain, il devait répondre présent et être le leader de l'équipe de France par équipe. Oui, c'est vrai. Après, on sait que c'est le rythme des Jeux Olympiques. On pense notamment à Léon Marchand qui lui aussi a enchaîné deux épreuves très rapidement. Mais c'est vrai que Teddy Riner, il a dû en partie se contenir. Et justement, ça a fait du bien, je pense, à l'équipe de France de judo, puisqu'on l'a vu réussir ses combats le lendemain. Et surtout, au-delà de sa réussite personnelle dans ses combats, on a vu un vrai leader, voilà, un athlète qui, de par son charisme, de par sa puissance, qui a harangué la foule, qui n'a pas hésité aussi à réconforter ses coéquipiers quand ils étaient dans le dur. Donc, ouais, ça a fait du bien. Je pense que Teddy soit plutôt calme et mesuré après son premier succès en individuel le soir. Ah, effectivement, et puis cette équipe de France, Maxime, que l'on a vu très, très calme, très sereine, très sûre de ses forces tout au long de la journée, hein. On n'a pas spécialement, j'ai envie de dire, tremblé en quart ou en demi. On sentait que les Français répondaient au statut de favori qu'on leur avait logiquement collé. Mais derrière, il y a eu cette finale dont on avait rêvé finalement face aux Japonais, le remake de l'affrontement à Tokyo. Alors, il faut savoir que sur la compétition par équipe au judo, c'est quand même relativement une nouveauté, hein. C'est seulement la deuxième Olympiade où on a cette épreuve. Et il y a eu 7 championnats du monde qui ont tous été remportés par les Japonais. Maintenant, les Olympiades restent pour l'instant la propriété des athlètes français. Néanmoins, ça partait très mal. Ça partait très mal parce que on était mené 3-1, tout simplement, que Teddy Riner avait déjà combattu. Et le premier tournant de cette finale, alors que toute défaite serait synonyme de médaille d'argent, c'est le combat de Johan Benjamin Gaba. Je sais que tu l'as apprécié énormément en individuel cette semaine. Il était allé décrocher cette médaille d'argent et on a retrouvé cette hargne dans le combat par équipe. Ouais, ouais, non, mais on était mené 3-1, on était au bord du précipice et il a su aller chercher la dernière force qui restait en lui. Je pense que le public l'a aussi beaucoup aidé et pas contre n'importe qui, contre un des colosses du judo AB. Cas de sa catégorie et il a su au fur et à mesure utiliser notamment son cardio. On voit que les deux étaient cuits et sur une prise il a réussi à lui mettre un éperon et après on sentait que ça a été un peu le moment de bascule. Les supporters sont devenus de plus en plus fous et au fur et à mesure on est remonté 3-2 3-3 et pour après avoir ce dénouement qui est juste magique pour moi. Ouais, effectivement, déjà, une fois que Johan Benjamin Gaba pardon, s'en est sorti, c'est Clarisse Agbenienou qui fait son entrée sur le tatami. Et après la déception en simple, alors je sais pas vous, hein, vous pouvez aussi donner votre avis là-dessus, mais personnellement, j'étais tellement serein en voyant Clarisse rentrer sur le tatami parce que elle avait cette revanche à prendre, cette hargne et cette volonté de ramener une médaille d'or de Paris. Et puis après, Robin, il y a ce hasard du tirage au sort qui fait que Teddy Riner revient sur le tatami. C'est un petit coup de pouce du destin finalement, même s'il a déjà combattu avant, le fait de finir par Teddy Riner en finale à 3-3, c'est un film quoi le truc. Ouais, ouais, c'est vrai que même dans les plus beaux scénarios, on n'aurait pas pu penser à ça, mais c'est vrai que c'est un coup de pouce du destin et on prend franchement dans des JO à la maison. Teddy Riner pour être le dernier combattant sur le tatami. Franchement, c'est beau et heureusement que ça finit par une victoire, mais on s'y attendait tous parce qu'on sait que Teddy, dans ces moments-là, forcément, il répond toujours présent et là, il a clairement assumé son rôle de patron de l'équipe de France de judo et tout simplement de la délégation française. Ouais, effectivement. Et malgré cela, Maxime, même si on parle des combats de Gaba, d'Agbenienou ou de Teddy Riner, ils sont quand même tous allés dans le Golden Score et notamment cette finale.
On est allé à plus de 6 minutes de golden score, même si on avait confiance en Teddy, c'était quand même vraiment, vraiment très tendu comme moment, et ça restera sans doute comme un des très grands moments du judo français. Oui, oui, alors, petit rectificatif, le Golden Score enfin la finale, donc quand Teddy a été choisi tir au sort, c'est directement un Golden Score. C'est pas un combat normal puis un Golden Ah, pardon, Score. ouais. C'est que oui, c'est que quand il y a 3-3, c'est directement un Golden Score. Et si le mec lui met un Wazari à la troisième seconde, bah c'est fini et c'est comme ça. Mais oui, 6 minutes, c'est quand même un très très gros combat, sachant que ils étaient passés, il me semble, un ou deux combattants avant, excuse-moi. Et ils avaient aussi fini au Golden Score, donc ils avaient quand même un combat, plus d'un combat derrière eux. Et je pense que Teddy, sur ce coup, l'a joué à l'expérience très clairement, même s'il savait qu'il avait plus de conditions physiques que son adversaire, et bah, il a fait comme au combat auquel ils se sont affrontés, il a continué à jouer sur ce point fort, et il est venu s'imposer en fait assez logiquement et d'une très belle prise sur le japonais. Voilà, et on conclura là-dessus. Robin, je te laisse le mot de la fin avec ce podium magnifique. Et puis finalement, Teddy Riner qui devient le Français le plus titré au Jeux d'été et qui rentre encore un peu plus dans la légende des sportifs français. Déjà qu'il a allumé cette vasque olympique qui était finalement une reconnaissance de sa place dans le panthéon du sport français. Mais d'avoir réussi cette performance à Paris, à 35 ans aussi, il faut le dire, c'est définitivement l'un des, si ce n'est le plus grand. Oui, bah oui, comme tu l'as dit et comme on l'a tous vu, il a répondu présent, Teddy Riner. Et c'est vrai qu'avec l'âge, à 35 ans, certains auraient pu se poser quelques questions, mais quand on connaît la mentalité de champion qu'il a, on sait également qu'il avait tout fait pour arriver avec une plateforme aux Jeux Olympiques. Voilà, il y a son entraîneur qui témoignait. Il disait qu'il avait essayé de mettre Teddy dans des conditions parfaites, pardon. Et franchement, ça a fonctionné. Au-delà de la pression, de l'engouement médiatique et tout, il a pu répondre à tout cela et ça fait le plaisir du judo français et tout simplement du peuple français avec ces deux titres olympiques pour lui. Effectivement, 2 titres olympiques donc pour Teddy Riner et 10 médailles pour le judo français. Finalement, même si on a un petit peu attendu les titres, le bilan est quand même vraiment, vraiment positif. Et on se réjouit de tout cela. On va enchaîner les gars avec la partie on a vu. Et on va vous raconter un petit peu nos expériences pour nous deux Maxime qui avons eu la chance de nous rendre sur des sites olympiques ces 3 derniers jours. Je vais peut-être attaquer avec le 20 km marche parce que c'était une épreuve un petit peu particulière, un petit peu différente de ce qu'on a vu ensuite, au sens où c'est une épreuve qui est ouverte à tous. On est tout simplement dans les rues de Paris. Alors plus précisément, on est en face de la Tour Eiffel sur un tracé de 1 km. Mais encore une fois, comme je l'avais dit sur le triathlon, je me réjouis de voir ces épreuves ouvertes à tous, où finalement des supporters de toute nationalité viennent encourager leurs athlètes. Et c'est quand même génial que au milieu de tout ce qui a été dit sur notamment le prix des places et la difficulté de pouvoir se rendre sur des sites olympiques, il y a quand même quelques épreuves, et il y en a quand même plusieurs, hein, où on peut se rendre librement et observer des athlètes qui au fond font la plus grande performance de leur vie. C'est ça qui est formidable avec les JO, c'est que nous on découvre des athlètes le jour où eux participent à l'épreuve pour laquelle ils se sont entraînés tout au long de leur vie, et ça c'est quand même complètement dingue. Donc là en l'occurrence c'était du 20 km marche féminin. Il y avait eu auparavant la course masculine avec cette anecdote complètement folle de notre français qui a assisté à la naissance de sa fille à 2h du matin et qui à 7h était sur la ligne de départ pour prendre part à ce 20 km marche et qui au final a terminé avec le meilleur temps de sa carrière. Cette histoire était absolument magnifique, tout comme était le décor de cette épreuve. Je crois qu'on le voit sur le plan juste après, mais on est au pied de la Tour Eiffel. Encore une fois, hein, je me réjouis que l'on puisse que Paris 2024 ait profité de ces emplacements iconiques comme l'escrime profite du Grand Palais, comme tu vas nous le dire, mais l'équitation profite de Versailles. Voilà, de profiter d'avoir de tels monuments et de faire des épreuves aux alentours, c'est quand même formidable. On en parlait l'autre jour avec l'arrivée du triathlon devant les Invalides, ça nous donne des photos absolument magiques, et c'est vraiment
Vraiment un pur plaisir à observer. Et j'imagine, Maxime, que ça l'a été aussi pour l'équitation. Donc on en parlait un petit peu lors de la dernière émission. Tu allais te rendre à Versailles donc pour les épreuves d'équitation. Je te laisse nous en dire un peu plus. Et je mets les photos et les vidéos que tu m'as envoyées. Ouais, ouais, bah, franchement, pour ce qui est hors équitation, même si je vais en parler après, on voit que le comité olympique pour ces JO a quand même utilisé ces monuments et a bien fait parce que ça rend magnifique. Après, pour ce qui est de l'équitation, ouais, Versailles, on sait que c'est d'une beauté absolue et l'utiliser de cette façon avec cette trop grande allée et le château de Versailles en fond, enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc moi, j'étais plutôt dans une bonne tribune où on avait vraiment toute la perspective avec le jardin, mais je peux vous dire que de n'importe quelle tribune, c'était tout aussi magnifique. Donc, on a eu l'épreuve par équipe du saut d'obstacle. Donc, on partait pas grand favori. J'aurais pu te dire que les favoris, c'était les Anglais qui ont notamment remporté la médaille d'or, la Suède, l'Irlande ou encore l'Allemagne. Mais on sait que les Jeux Olympiques restent les Jeux Olympiques et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et après la première journée, bon, on voyait quand même qu'il y avait des favoris qui se décrochaient, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont respectivement obtenu les deux premières places du podium, et la France qui s'accrochait un peu derrière et qui pouvait rêver d'une médaille olympique. Et ça a été le cas du deuxième jour, en fait, où on a eu quand même trois beaux parcours des cavaliers français, en commençant par Simon Delestre qui s'est lancé dès la quatrième position, dès la troisième position, mais en fait qui était quatrième parce que le Mexique a dû déclarer forfait de dernière minute car on a eu un cheval qui saignait et on sait que la santé des chevaux à l'équitation est primordiale et que en cas de saignement ou en cas de visite vétérinaire non concluante, l'équipe est directement éliminée. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement pour les Mexicains qui étaient les derniers qualifiés le jour d'avant. Et du coup, pour cette finale, on a eu quand même trois beaux parcours, comme je le disais. Donc Simon Delestre, un peu le doyen niveau expérience, qui a fait parler avec son parcours sans pénalité, mais avec malheureusement trois petits points pour temps dépassé, parce que on sait que quand on fait un parcours, on doit rester dans le temps imparti. Et là, il a dépassé un peu, donc il s'est fait pénaliser. Après, on a eu un autre, donc Olivier Perrault, donc tout juste appelé en renfort car un de nos cavaliers français avait un problème avec son cheval, donc du coup n'a pas pu partir et qui a réalisé un magnifique sans faute sur un parcours assez difficile. Et enfin le troisième cavalier qui s'est élancé en avant-dernière place, donc on était médaille d'argent avant son passage et qui malheureusement a fait une petite barre qui nous a pénalisé 4 points. Et alors pourquoi je vous parlais du chrono tout à l'heure, c'est qu'on a eu quand même un peu de chance, on va dire ça comme ça, c'est que quand on a deux équipes qui sont égalité, en fait, pour la deuxième ou la troisième ou la troisième place, en fait, c'est le temps qui compte, le temps cumulé des trois cavaliers français. Et c'est grâce à ce temps qu'on a pu devancer entre guillemets les Néerlandais qui eux ont fini quatrième et donc qui a permis de ramener cette belle médaille de bronze à cette équipe de France qui même en temps assez dur arrive quand même à ramener une médaille, donc ce qui montre que l'équitation française est peu importe assez forte. Effectivement, merci donc pour ce petit voyage à Versailles. Bon, moi je retourne un petit peu dans le même coin où je vous avais emmené pour le 20 km marche, mais cette fois on intègre un site olympique puisque je me suis rendu cet après-midi sur le site absolument extraordinaire du stade de beach volley, voilà, au pied de la Tour Eiffel, de l'autre côté du 20 km marche. On est tout simplement sur le champ de Mars et ce site est absolument extraordinaire. Voilà, je m'y suis rendu pour voir des matchs de poule et un match de repêchage. Donc on n'était pas sur des finales ou quoi. Mais c'était vraiment pour découvrir cette atmosphère, découvrir ce stade qui a été construit en plein milieu du champ de Mars. Du champ de Mars. Et le stade est vraiment sublime. Je suis pas allé dans énormément de stades de sport en général, plutôt des stades de foot, mais j'avais jamais mis les pieds sur un terrain de beach volley. Et j'ai été vraiment bluffé. Déjà le sable, hein, puisque c'est la surface sur laquelle on joue est sublime. La surface est vraiment nickel. Autour,
Les décors sont magnifiques, il y a de l'ambiance, il y a du monde dans les tribunes sont pleines, les gens sont à fond pour soutenir les athlètes, et notamment les athlètes français, puisque j'ai eu la chance d'assister au match d'une paire française qui malheureusement s'est fait largement dominer par la paire suisse qu'elle affrontait. Bon, la bonne nouvelle c'est que pour les deux françaises en question, ce n'était pas un match qui leur a valu l'élimination, puisqu'elles avaient remporté leur premier match, mais là elles sont sur deux défaites consécutives, donc il va falloir se ressaisir un petit peu pour continuer dans la compétition. Mais en tout cas, j'ai découvert aussi un petit peu cette discipline qui est le beach volley, parce que bon, bah, à part en voir comme tout le monde sur la plage, c'est pas quelque chose, c'est pas un sport que je suis habitué à regarder, et c'est vrai que c'est quand même assez différent du volley plus classique, où là bah, ça court beaucoup plus vite, les équipes sont plus importantes, donc ouais, il y a une sensation de rapidité qui est accrue, et pourtant là sur du sable, bah, on a quand même l'impression que ça va très vite, et surtout ce que j'ai trouvé le plus bluffant, c'est la capacité de chacune des deux athlètes, parce qu'à chaque fois c'est des paires qui s'affrontent, à couvrir le terrain. À chaque fois, elles sont vraiment sur chaque ballon, et ça c'était assez impressionnant. Donc voilà, un kiff monumental honnêtement, et vraiment c'est ouais, génial, et énormément de chance d'assister à ce genre d'épreuve. Et puis comme vous le voyez, on perd pas non plus l'ambiance du beach volley, puisque bah, les temps morts sont animés par des danseurs au milieu du terrain. Donc c'est de la très bonne ambiance, et franchement c'était vraiment un super moment, malgré la défaite malheureusement des deux françaises. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour des épreuves que l'on est allé voir. On est déjà quasiment à la moitié de l'émission. Il est largement le temps de basculer sur le point bleu, et de te rendre la parole également, Robin. Je vais te lancer sur la natation. Hier, on a eu, j'allais dire, un nouvel exploit. Est-ce qu'on s'est pas finalement un petit peu habitué à une quatrième médaille d'or pour monsieur Léon Marchand, cette fois sur le 4 x 100 mètres, le 4 nage? Il a été encore une fois dominant, il n'a pas été inquiété, l'avance avec laquelle il s'impose est assez insolente. Léon Marchand en individuel sur cette Olympiade, c'est 4 courses, 4 médailles d'or et 4 records olympiques. Il est juste invincible. Ouais, bah oui, comme tu l'as dit, il est juste invincible. On aurait pu se poser la question, est-ce qu'il allait arriver à cette épreuve fatigué, avec un certain poids sur ses épaules? Et ben non, pas du tout. Il a répondu présent. On a vu toutes les qualités qu'il avait mis en avant dans cette ancienne épreuve. Sa coulée qui est exceptionnelle, franchement. On le voit à chaque virage, il reprend de l'avance. Et puis même à la nage, il est vraiment exceptionnel. Il est encore jeune, il a 22 ans. Il peut encore s'améliorer physiquement. Son entraîneur, il le disait qu'il n'est pas au maximum de ses capacités. Il peut prendre encore de la masse musculaire. Quand on voit le chrono qu'il fait hier, c'est juste ahurissant. Je crois qu'il est à quelques dixièmes du record du monde. Il me semble, il va chercher le record olympique. Non, franchement, on a plus de mots pour décrire les performances de Léon Martin. Effectivement, pardon, petite précision, c'était sur le 200 mètres 4 nage, hein, puisque vous savez qu'il avait déjà Ouais. remporté le 400 mètres 4 nage un petit peu plus tôt. Je me suis planté en lisant le conducteur, puisque Maxime, on a eu la confirmation qu'il allait être aligné sur une autre course. Léon Marchand, c'était pas certain, mais il participera bien au relais 4 x 100 mètres 4 nage. La finale, c'est demain. Est-ce qu'on peut, plutôt ma question ce serait, est-ce qu'on doit attendre une nouvelle médaille d'or, sachant que cette fois-ci il ne sera pas seul. En tout cas, on doit se réjouir de sa participation, et qu'est-ce que ça apporte pour d'autres nageurs qui eux n'ont pas encore été médaillés, d'avoir Léon Marchand à leur côté dans ce relais. Alors, je pense que ça peut être à double tranchant. On a d'un côté une envie de porter Léon Marchand encore plus haut, et quand on sait que qu'on l'a dans notre équipe, on se dit bah en fait bah c'est possible, donc on va se donner encore plus et encore plus, même s'il n'y a aucun doute qu'il se donne, il s'arrache sur toutes les courses. Mais aussi ça peut avoir l'autre tranchant, c'est se mettre de la pression et se dire ah merde, si on lui fait pas avoir une médaille, bah peut-être qu'on va être mal vu ou je ne sais quoi. Mais franchement, je le sens bien. On a quand même fait des bonnes séries dernièrement. Je pense qu'on s'est imposé notamment dans l'une d'entre elles. Enfin, il n'y a aucune raison. Je pense que la médaille d'or est un peu dure à aller chercher à mon goût, mais je pense qu'un podium est largement à notre portée, et je l'espère.
Bah écoute, on l'espère aussi. On en reparlera hein, dès demain. De toute façon, on va pas s'attarder plus que ça sur cette finale. Mais des espoirs de médaille, en tout cas, c'est certain. Il y avait un autre nageur hier assez imposant dans la piscine. Cette fois, on se dirige du côté des sprinteurs, des gros bras. Même si, bon, ceux de Léon Marchand lui permettent quand même de gagner quelques courses. On l'attendait énormément, Robin. Florent Manodou, le porte-drapeau de notre délégation, déjà champion olympique à Londres, médaillé d'argent à Rio puis à Tokyo. La mission, c'était d'aller décrocher une autre médaille. Et il y avait eu cette demi-finale qui était compliquée, hein, où il passe ric-rac au chrono. Déjà, est-ce que avant la finale, comment tu le sentais? Est-ce que tu pensais que la médaille était possible? Est-ce que tu pensais qu'elle était pas certaine, mais est-ce qu'il y avait de bonnes chances? Comment tu t'appréhendais cette course? Bah, j'avais quand même quelques doutes par rapport à une potentielle médaille de Florent Manodou avant cette finale parce qu'on l'avait vu en demi. Il se qualifiait ric-rac et puis même il avait dit en interview qu'il avait les jambes un peu lourdes. Donc je me suis dit, ça va peut-être être un peu difficile pour aller chercher une médaille. Mais on l'a vu quand même en confiance avant d'entrer sur le bassin, voilà, haranguer la foule, saluer les supporters et tout. Je pense qu'il était sûr de lui. Et mine de rien, il réalise quand même un sacré exploit parce qu'il a des gros noms de de la natation à côté de lui. Il y a notamment Caleb Dressel, l'américain, qui allait chercher plusieurs titres olympiques. Et en plus, il est au couloir 1, il me semble, Ouais. sur la course. Donc on sait que c'est pas le couloir le plus facile quand on est nageur. Et ouais, il va chercher cette médaille de bronze à la force des bras et au mental. Et on l'a vu, ça a libéré toute la natation française. Et on l'a vu, Laure Manodou, pleine d'émotions au micro de France 2. C'était beau à voir, franchement. Ouais, effectivement. Et il y avait quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, c'est que c'est la première finale olympique où il a vraiment pris du plaisir. Et ça, on l'a senti. On a senti que c'était plus qu'une course, plus qu'une médaille. Moi, dans la piscine, je sais pas vous, mais j'ai retrouvé ce porte-drapeau, en fait, cette communion avec les supporters français. Cette façon, donc oui, d'arranger à la foule. Il a même lancé un clapping avant sa course, qui se voit quand même absolument jamais en natation. Et il a dit donc que c'était la première fois vraiment qu'il prenait du plaisir dans une finale olympique. Et ça, bah, c'est finalement, ça vaut peut-être une médaille d'or. En tout cas, on l'a senti, Maxime, que cette médaille de bronze, c'était en aucun cas une déception et que ce qui comptait pour lui, c'était surtout d'avoir réussi et d'être le premier nageur à avoir décroché 4 médailles sur 4 Olympiades consécutives sur 50 mètres nage libre. Non, mais ouais, t'as raison. D'ailleurs, dans une interview qu'il a accordée, il l'avait dit, c'est un plus en fait pour lui. C'est vraiment un réel plaisir de venir à ces Jeux Olympiques. On sait qu'après les derniers JO, il a arrêté pour se remettre un peu au handball. Ou handball, au handball, désolé, je sais pas. Ouais, Et très après, rigolo. il s'est remis. Il s'est remis petit à petit à la natation pour revenir parce que les Jeux Olympiques à Paris, bah, c'était les Jeux Olympiques à Paris et qui voulait absolument y participer. Il disait aussi qu'une finale, déjà, c'était extrêmement bien de là où il revenait et il s'est affûté. Il est passé sous la barre des 100 kilos. Il arrive à la finale avec 97,4 ou 5, je sais plus. Mais pour utiliser plutôt la vitesse que la puissance et on voit que bah, ça a marché parce que c'est une belle médaille de bronze et même lui enfin, il était heureux, il a posté des vidéos même ce matin en disant est-ce que j'ai bien rêvé en montrant sa médaille de bronze, donc ça montre que c'est quand même un autre état d'esprit. Enfin, il avait plus rien à prouver, on le sait, tout le monde le sait, que ce soit même sur la scène internationale, on sait ce qu'il vaut, on sait le grand champion qu'il est. Donc je pense qu'il a abordé ces Jeux Olympiques plutôt d'un point de vue assez plus relâché, avec moins de pression, parce qu'il a plus rien à prouver en fait. Donc je pense que toutes ces choses ont fait que la troisième place, même si on sait qu'il aurait bien voulu avoir l'argent ou l'or parce que c'est esprit compétitif, mais que ça lui allait déjà très bien.
Effectivement, et je pense qu'on était tous ravis de voir cette performance et le show qui l'accompagnait. Pour vous donner un dernier résultat de natation, malheureusement pas de médaille pour Maxime Grousset qui était aligné sur 100 mètres papillon ce soir. Il a terminé 5e de sa finale. On le retrouvera si je ne m'abuse sur le relais demain en tout cas, mais pas de médaille pour ce soir. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé juste après cette finale chronologiquement. On revient sur la soirée d'hier et cette performance absolument historique du côté du BMX Racing. Un triplé pour les Français. Joris Daudet qui devance Sylvain André et Romain Mailleux. C'était une performance historique, hein, déjà parce que ça n'avait plus été fait par des Français aux Jeux d'été depuis 100 ans. C'était arrivé, et certains l'ont justement rappelé, aux Jeux d'hiver en snowcross, si je ne m'abuse. On avait Ouais, eu en tout cas snowcross ou ski cross peut-être. ski J'ai cross. un ski cross, ouais, ski cross, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas des performances qu'on voit tous les jours. C'était court, mais intense, et surtout, Robin, c'est magique cette performance de voir les trois Français qui courent devant. Bon, les commentateurs étaient complètement dépassés par cette performance complètement folle, et je pense que nous tous devant notre télé, on était ahuris. Bah oui, forcément, on a tous halluciné quand on a vu 1, 2, 3 Français arriver franchir la ligne dans cet ordre-là. Mais c'est une course au final qui a été pas vraiment, comment dire, enfin, le principal concurrent des Français, il est tombé l'un des premiers virages, je crois. Et là, on s'est dit, ouais, oui, c'est possible. Et quand on voyait aussi les performances dans les épreuves d'avant en demi-finale, franchement, on voyait les Français très costauds, très solides. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas rêver d'un triplé français. Et on avait tous en tête celui de 2014 à Sochi, c'est ça, ouais, où, Ouais. comme tu le rappelais il y a quelques instants, au ski cross. Et franchement, c'est merveilleux. Voir la Marseillaise avec 3 drapeaux français et les 3 qui la chantent sur le podium, c'est exceptionnel. Ouais, c'était vraiment une performance folle. Et Maxime, il y avait cette belle image à l'arrivée où, à la seconde où Joris Daudet et Sylvain André passent la ligne, ils ont la tête retournée pour voir où en est Romain Mailleux et voir si le triplé est confirmé. Là, il n'y en avait aucun qui se souciait d'être premier, deuxième ou troisième. C'était une vraie performance collective. Ouais, ouais, non, mais ce qui comptait, c'était plus qu'individuellement, c'était le groupe, même la France, plus généralement, où ils voulaient absolument faire ce triplé et enfin, ils savaient qu'ils en étaient capables, ils savaient qu'il y avait un gros concurrent qui était peut-être pas pour la première ou la deuxième place, mais plus pour la troisième, et qui a chuté. Donc ça nous laissait vraiment un boulevard et même leur célébration après pendant 5 minutes où on leur demande de partir et on les voit où ils jettent leur vélo, ils jettent leur casque et leurs gants. Enfin, on voit que c'est vraiment une victoire collective plus qu'individuelle. Et après, la belle image, c'est Romain Mailleux qui, sur la finale, juste après, qui voit sa femme s'imposer, enfin sa femme, sa petite amie, je sais pas s'ils sont mariés, s'imposer l'Australienne et qui vient juste plonger dans ses bras. Donc c'est vraiment une soirée magnifique pour le BMX français. Ouais, effectivement, et ça nous a tous régalé. Il y avait une autre performance que l'on n'attendait peut-être pas forcément. En tout cas, moi, je vais pas mentir, Titouan Castric, j'ai découvert ce nom en regardant cette Olympiade. On part cette fois du côté du canoë-kayak. C'est une médaille d'argent qui a un goût un petit peu particulier parce que bah, la médaille d'argent, franchement, nous, on en était tous ravis. Mais à sa réaction, on a très vite compris, Robin, qu'il y avait beaucoup de déceptions parce que malheureusement, il y a une petite erreur sur le parcours et à l'arrivée, il passe à 20 petits centièmes de l'or. C'est une médaille d'argent qui a un goût décevant malgré tout. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu plutôt déçu à l'arrivée, alors qu'une médaille d'argent à Paris pour ces JO, à 19 ans, surtout qu'il est encore jeune, ça on peut le Surtout, ouais. rappeler. Franchement, c'est très intéressant, mais on peut comprendre aussi ses regrets parce que il fait un début de parcours très intéressant. Je crois qu'il arrive avec 1 seconde d'avance environ la 10e porte, je sais plus exactement, je sais pas si vous l'avez en tête. Donc là, on se dit que finalement, l'or, ça va être possible. Et après, les 2 portes suivantes, il met un peu plus de temps, il a un peu plus de difficulté à en sortir. Mais quand on voit qu'il va chercher l'argent et qu'il est à l'or, il a 2 dixièmes d'aller chercher l'or, c'est vrai qu'on peut comprendre
qu'il a un peu de regrets, mais il est encore jeune, il a 19 ans, et il va avoir sans doute d'autres Olympiades pour se rattraper. Effectivement, et on espère le revoir au plus vite. On enchaîne, Maxime, sur une autre performance un petit peu similaire dans le sentiment. On va du côté du tennis de table avec Félix Lebrun, qui a malheureusement été éliminé en demi face au Chinois Fan Zhendong, qui était dans un jour absolument extraordinaire, le deuxième mondial. Pourquoi je dis que c'est une performance un petit peu similaire? Parce que de voir Félix Lebrun, 17 ans, en demi-finale des Jeux Olympiques, c'est une performance absolument exceptionnelle. Mais même si forcément, quand on regardait son match, on s'était tous pris au jeu et on avait tous cet espoir qu'il irait chercher la médaille. Maintenant, il y a peut-être le bronze à aller décrocher demain en match pour la troisième place. Ouais, non, mais quand on sait que le tennis de table est un sport qui joue beaucoup à l'expérience, notamment, et que les pongistes avec un peu d'âge, vers 26, 27 ans, sont au meilleur de leur forme, malgré que les Asiatiques, certains Asiatiques, dès leur plus jeune âge, sont très très forts. En fait, on voit à quel point la performance est quand même hors norme. Enfin, d'arriver à aller chercher une demi-finale des JO à seulement 17 ans, c'est juste monstrueux. Après, il est tombé juste sur plus fort que lui. Il est tombé sur un Chinois qui lui a laissé absolument aucune chance. Et il l'a dit, hein, il l'a dit très clairement. Il a dit, je me suis fait écraser. Et, enfin, je pense pas qu'il était déçu. Je pense que il s'est dit, bah, il est juste plus fort et il faut que je travaille, faut que je revienne au prochain Jeux Olympiques. Et je pense que dans tout le cas, il finira par avoir cette médaille d'or parce que à son jeune âge, c'est déjà un très bon pongiste, excusez-moi. Et on espère, oui, une belle médaille de bronze qui, je pense, est largement accessible pour lui. Ouais, effectivement, cette réaction était pleine de spontanéité et d'honnêteté. En fait, c'était assez marrant de voir à quel point il était juste conscient de là où il en était. En fait, de à la fois le bonheur d'être en demi-finale olympique, mais aussi la lucidité de se rendre compte que là, il y avait encore ce jour-là une grosse marche avec le top du top. Maintenant, Félix Lebrun, on n'a aucun doute sur le fait qu'on le reverra très rapidement au plus haut niveau des compétitions internationales. Il est déjà à son âge le troisième joueur au classement mondial. C'est quand même absolument, absolument fou. Et on a hâte de revoir les frères Lebrun très bientôt, même si bien sûr, il y a toujours cet espoir qui nous ramène une médaille dès demain. On va continuer sur une déception, là pour le coup, peut-être un petit peu plus prononcée, Robin. C'est les équipes françaises d'escrime au global. Pour donner rapidement les résultats, alors on s'était réjoui de notre médaille pour la première équipe féminine qui s'était élancée, c'était en épée, me semble-t-il. Mais derrière, il y a eu une défaite au fleuret par équipe. Bah oui, c'est ça, puisqu'on a perdu en quart de finale au fleuret par équipe chez les féminines. Puis on a terminé quatrième du côté du sabre et pas mieux chez les hommes avec l'épée et notamment ce rattrapage que l'on espérait pour Romain Canon. La déception en individuel s'est prolongée malheureusement du côté de la performance collective avec une autre quatrième place. C'est plutôt sur le bilan global des équipes de France d'escrime que je veux t'interroger. Il reste le fleuret masculin où on est champion olympique en titre, mais sur ces 2 derniers jours, on a été un petit peu déçus par nos équipes de France. Oui, c'est vrai qu'on a été plutôt déçus, un peu attristés par le résultat de ces équipes de France, surtout qu'on savait qu'on avait des potentiels pour faire des médailles de bronze, des médailles d'argent et aller chercher, pourquoi pas, l'or olympique, mais franchement, ça arrive aussi de décevoir et avec la pression de chuter, de décevoir. Mais je pense que les plusieurs athlètes qui concourent dans cette discipline, ils vont avoir de quoi remobiliser et revenir pour les prochaines Olympiades un peu plus costaud et avec la volonté cette fois-ci d'aller chercher une médaille. Donc ça sera surveillé pour les JO de 2028, mais on peut encore aller chercher l'or olympique demain, comme tu l'as mentionné, parce qu'on est tenant du titre, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et voilà, on va regarder ça, on va suivre ça avec attention, mais on sera forcément derrière les Bleus. Et c'est vrai on peut être un petit peu déçu des résultats de l'escrime français à ces JO. Effectivement, et même si
bon, je crois pas qu'il y ait d'experts dans le groupe dont on nous a présenté les résultats de l'aviron comme une déception également, puisque pour la première fois depuis 1992, la France n'a pas ramené de médaille. Voilà, on voulait quand même le mentionner parce qu'on avait parlé de cette finale pour la dernière paire qu'il nous restait du côté des féminines. Malheureusement, donc pas de médaille en aviron. Par contre, on va mentionner simplement les résultats, mais une bonne surprise en voile où Charline Picon et Sarah Steyart ont décroché le bronze dans l'épreuve, alors là, de 49 ERFX. Je vous avoue que je ne connais absolument pas. On a regardé, en tout cas, regardé cette épreuve et apprécié, voir surtout la joie des Françaises. Il y avait quand même cette image qui était assez géniale de voir qu'elles étaient largement plus démonstratives dans leur joie, en tout cas, que celles qui avaient remporté l'or olympique. On les voyait crier sur leur voile, alors que même, je crois que c'était les Australiennes, hein, championnes olympiques, qui étaient étonnées de voir leur réaction. Et puis aujourd'hui, une médaille d'argent du côté du tir au pistolet 25 mètres pour Camille Jedrzejewski. Bon, désolé pour la prononciation, en tout cas. Une très belle médaille. C'est pas passé loin de l'or, hein, d'ailleurs. Ça s'est joué au tir au but, tel que l'on appelle apparemment cette épreuve. Mais voilà, elle est encore très jeune et elle aura le temps de revenir dans les prochaines Olympiades. Les gars, on avance parce qu'il est déjà 22h45. Je voulais mentionner l'avancée peut-être plutôt de nos différentes équipes de sport collectif. Je vais mentionner rapidement les résultats et où on en est du côté de chacune des équipes, et je vous laisserai me donner un avis un petit peu plus poussé sur l'équipe de votre choix. Déjà pour parler du volley, du côté des hommes, malheureusement c'était une défaite dans le dernier match de poule. Néanmoins, la qualification est assurée pour les quarts de finale, donc c'était l'essentiel. Du côté des féminines, on savait que c'était leur première Olympiade. On n'attendait pas énormément, en tout cas on n'attendait pas de médailles ou quoi que ce soit. Malheureusement, il y a déjà eu 2 défaites. Il y a l'envie de faire bonne figure demain face à la Chine pour le dernier match de poule. Ce sera à partir de 13h et on suivra ça. On aura aussi demain du basketball féminin. Après 2 victoires, les féminines doivent confirmer et s'imposer, on l'espère, face au Nigeria pour ce dernier match de poule et assurer la première place de la poule. Du côté des hommes, ça s'est mal passé en revanche pour ce 3e match de poule, avec une défaite face à l'Allemagne qui ne nous permet pas de terminer premier de notre groupe. On sera seulement 2e. Du côté des handballeurs masculins, ça avait très mal commencé avec 2 défaites puis un match nul. Il y a finalement eu une victoire face à l'Argentine. Les Français ont toujours leur destin en main. Demain, ils affronteront la Hongrie à partir de 16h. Et ce sera le match pour se sauver et tenter de continuer dans l'aventure. Du côté des féminines, en revanche, ça déroule. 5 matchs, 5 victoires, tout va bien, rien à signaler. Du côté des féminines du football, le quart de finale France-Brésil est en cours. D'ailleurs, je voulais vous donner le score Ah, juste à l'instant. Ouais, t'allais dire? non, je me disais que oui, c'était en plein milieu de notre émission et que ce serait intéressant de voir le score face aux 0-0 à Brésiliennes. la 81e minute pour ce quart de finale. Ah, Ce Et on a serait, loupé un penalty. et on a loupé un penalty malheureusement. Et il y a bien un but pour le Brésil. C'est vrai? Ouais. Au top. Bon, bah, la médaille ne viendra donc pas du côté des féminines. Néanmoins, et je m'arrête sur ce match parce que c'était peut-être le plus attendu, les garçons se sont eux imposés dans ce match électrique face à l'Argentine en remake de la finale de la Coupe du Monde 2022. Peut-être, les gars, s'il y en a un qui veut attaquer sur ce match, c'était très attendu et les Bleus se sont imposés. Vas-y, Robin. ouais, ouais, bah c'est vrai on allait tous guetter du coin de l'œil cette rencontre parce on a peut-être encore en travers la finale de la Coupe du Monde 2022. Mais on a vu hier que la France s'est imposée 1-0 avec la tête de Jean-Philippe Mateta à la 5e minute de jeu. Et franchement, c'était un match plutôt haché. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais c'était quand même. On est tombé sur des Argentins très rugueux, comme à notre habitude. Comme à On leur commence habitude, ouais. à être habitué avec eux, mais la victoire a fait du bien. Mais ce qu'on n'a pas aimé, forcément, c'est les bagarres et les tensions qui ont dégénéré juste après la rencontre. On pense notamment à Nicolas Otamendi qui a cherché à mettre des coups toute la rencontre et qui, lui, venait plutôt pour faire de la boxe que du football, je pense.
Effectivement, Cédric Doumbé l'a interpellé pour poursuivre ce combat dans la cage. On suivra ce qu'il en est. En tout cas, les Français s'imposent et c'est sans doute le plus important. Voilà, ce match était quand même vraiment très attendu et ça a réattiré un petit peu de l'attention sur le football masculin et l'équipe de Thierry Henry. Les Français sont maintenant en demi-finale. La médaille est proche. On espère qu'elle arrivera et qu'elle sera d'un métal doré si c'est possible. Ce serait assez fantastique. On fera le point en tout cas dans les prochains jours. Sinon, Maxime, sur les autres sports, volley, basket, hand ou football féminin, de quoi veux-tu nous parler? Bah, basket quand même homme, où là c'est plus que inquiétant, franchement, on ne trouve pas de solution, on sort, enfin, on a une victoire contre le Japon, certes, mais qui est au bout, on égalise sur un 3 points miraculeux plus une faute, donc un 3 plus 1 sur une faute. Et après, on déroule certes en prolongation, mais on ne devrait pas avoir autant de mal. Et il y a une défaite face à l'Allemagne, certes, qui était attendue parce que les Allemands ont un très 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 bon niveau, avec notamment un Dennis Schroeder qui est très expérimenté et qui est très bon lors de ses rencontres, mais en fait, c'est plutôt le visage qu'on donne. Quand on voit un deuxième quart-temps, on marque 9 points, en fait, c'est plus que catastrophique quand on a des joueurs comme Rudy Gobert, excusez-moi, ou même un Victor Wembanyama qui juste n'y arrive pas et qui se fait contrer. Enfin, franchement, il arrive plus à rien faire. En fait, on se demande est-ce qu'on s'entraîne vraiment, est-ce qu'on réfléchit vraiment? On voit, enfin, on joue pas avec nos forces. Enfin, c'est franchement un basket qui fait limite mal aux yeux. Donc, j'espère qu'ils vont réagir. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on finit deuxième de cette poule, parce qu'une première place aurait été plus que pas méritée. Effectivement, c'est finalement la suite logique des choses. On va terminer ce point bleu et je vais faire la transition avec la course en ligne de cyclisme, puisque les Français ont signé une superbe performance. Voilà, je prends très à cœur, bien évidemment, ce rôle de consultant cyclisme pendant ces 2 semaines de Jeux Olympiques, et cette course en ligne était très attendue avec notre équipe de France, et notamment des choix qui avaient été petit peu critiqué, pas tant que ça, mais on avait pu remettre en doute la présence de certains de nos coureurs. On rappelle que le sélectionneur Thomas Voeckler n'avait le droit qu'à 4 cartouches sur cette course en ligne. Il avait donc fait le choix d'appeler Julien Alaphilippe et Christophe Laporte en co-leader, Valentin Madouas en plutôt dernier échelon de la fusée normalement, et Kevin Vauquelin en premier équipier. Il y avait eu la critique notamment de ne pas appeler Benoît Cosnefroy, qui avait fait l'impasse sur le Tour de France pour se concentrer spécifiquement sur ces Jeux Olympiques et qui finalement n'avait pas été appelé. On lui avait préféré le profil de Valentin Madouas, qui est finalement assez similaire. Et bah finalement, Thomas Voeckler a eu raison, puisque ce soir, Valentin Madouas est médaillé d'argent au pied de la Tour Eiffel. Et ce qui est magnifique, c'est que Valentin Madouas déjà a bien senti les coups, hein, parce qu'il il est parti très tôt dans cette course. Et c'est exactement à ça que servait un Valentin Madouas, là où un Julien Alaphilippe, par exemple, ou un Christophe Laporte n'aurait jamais pu s'échapper aussi loin de l'arrivée. On l'a vu avec les premières attaques de Van Der Poel, d'Evenepoel. Personne ne les aurait laissés partir. On s'est un petit peu moins méfié d'un Valentin Madouas, et finalement, dans le groupe des échappés, alors c'était pas l'échappée matinale, mais de ceux qui s'étaient échappés dans la deuxième partie de course, c'était clairement lui le plus fort. Et au moment où Remco Evenepoel est revenu, on a eu la très bonne surprise de le voir tenir la roue pendant un long moment. Vraiment, c'était assez impressionnant de voir Valentin Madouas à ce niveau-là, surtout après le Tour de France très compliqué qu'il vient de boucler. Et puis derrière, il y a eu l'exploit finalement, puisque ce n'est pas une médaille, mais deux que les Français ont rapporté sur cette course en ligne, avec un Christophe Laporte qui aligne tous les coureurs de son groupe au sprint, et qui derrière va récupérer cette troisième place. Les Français ont clairement fait le meilleur résultat possible. Honnêtement, on les a vus proactifs pendant toute la course. Julien Alaphilippe a été acteur, il a attaqué à 2 reprises, et ça fait tellement de bien de voir un Julien Alaphilippe acteur sur des courses d'un tel niveau. On a retrouvé un Julien Alaphilippe qui avait une très très belle jambe, et qui a fait beaucoup de bien à cette équipe de France. Finalement, c'est pas lui qui récupère la médaille, mais il y a 2 médailles sur cette course en ligne, et franchement,
On peut vraiment s'en réjouir. Je vous fais pas réagir dessus, les gars, parce que il faut absolument, il faut qu'on avance, puisqu'il est déjà 22h54. Mais donc, je termine sur le cyclisme, puisque tout simplement, moi, mon coup de cœur, c'est quand même Remco Evenepoel. Déjà, cette photo est absolument stratosphérique, mais on savait qu'elle le serait avec l'arrivée de la course en ligne juste devant la Tour Eiffel. Voilà, les Français ont fait la course parfaite. Honnêtement, ils placent deux hommes sur le podium, mais il y en avait un qui était absolument intouchable, c'est Remco Evenepoel. Et ce qui est assez fou, c'est que quand il est parti, personne ne l'a suivi. Personne ne s'est méfié de Remco Evenepoel. Pourtant champion du monde, accessoirement, hein, champion du monde en titre du chrono, qui a décroché le titre olympique sur le contre-la-montre il y a une semaine de cela. Peut-être qu'il avait su se faire oublier en portant des premières attaques à 70 km de l'arrivée qui n'avaient pas été dangereuses. On s'était peut-être dit qu'il n'était pas dans une si grande journée. Finalement, ouais, il a su se faire oublier, et une fois qu'il est parti, on a très vite su. Hein. Une fois qu'il avait 30 secondes d'avance, honnêtement, on a vite compris que ça allait au bout. Et ce qu'on va souligner finalement, c'est cet exploit de remporter 2 titres olympiques sur la même Olympiade. Ça ne s'était jamais vu pour du cyclisme sur route. Après avoir remporté donc le contre-la-montre, il s'impose sur la course en ligne. Et à seulement 24 ans, il a réalisé 4 doublés, tout simplement. Champion du monde, oui, champion du monde. Déjà, j'avais commencé par champion de Belgique sur la course en ligne et sur le chrono. Champion d'Europe sur la course en ligne et sur le chrono. Champion du monde sur la course en ligne et sur le chrono. Et désormais, champion olympique sur la course en ligne et sur le chrono. Cet homme n'a que 24 ans. Il vient de terminer 3e du Tour de France. Bref, j'ai été assez long sur le cyclisme, mais j'ai été tout De simplement son premier Tour de bluffé France. par sa performance. Oui, son premier Tour de France en plus. Il termine 3e derrière les deux aliens que sont Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Maintenant, j'ai juste hâte de voir ce qu'il pourra faire dans les prochains mois, les prochaines années. Mais en tout cas, j'ai été vraiment bluffé par sa performance aujourd'hui. Et les Français qui ont couru une course parfaite n'ont rien à se reprocher. Aujourd'hui, il y avait un homme qui était juste sur une autre planète. Voilà, c'était fabuleux. On enchaîne, les gars, sur les coups de cœur. Et Robin, je vais te rendre la main. On va rester sur les athlètes français, puisqu'il y a une dernière médaille que l'on n'a pas mentionnée. C'est une médaille de bronze pour Lisa Barbelin. Et oui, moi, je vais vous parler de Lisa Barbelin. Alors, je pense que son nom ne vous disait pas grand-chose il y a peut-être quelques jours, quelques semaines de cela. Mais aujourd'hui, elle allait décrocher la médaille de bronze au tir à l'arc. Et moi, c'est mon coup de cœur tout simplement parce que c'est la première médaille olympique française en individuel féminin au tir à l'arc depuis la réintroduction de ce sport en 1972 aux Jeux Olympiques. Donc voilà, on l'a vu très émue quand elle est allée décrocher le bronze, elle a pleuré. Et mine de rien, elle fait un sacré parcours parce qu'en quart de finale, elle passe au bord de l'élimination. Je crois qu'elle est à quelques centimètres de sortir avec sa flèche, mais au final, elle passe. En demi-finale, elle perd 6-0, je crois. Donc là, elle est un petit peu au fond du trou, elle est en difficulté. Et, euh, et puis, le scénario de cette rencontre pour la troisième place, pour la médaille de bronze, il est tout simplement fou, puisque en fait, sur la dernière flèche, si elle réalise le score 9, l'opposition va en mort subite. Et si elle touche le 10, elle décroche la médaille de bronze. Et sur son dernier tir, elle réussit à décrocher le bronze. Donc voilà, une rencontre qui a été intéressante à suivre. Je l'ai regardée sur France Télévisions et ça fait du bien de décrocher une nouvelle médaille. Et encore plus quand c'est le tir à l'arc que ça fait depuis 1972 qu'on n'a tout simplement pas décroché de médaille dans ce sport. Effectivement, elle nous a régalé aujourd'hui, Lisa, et on a pris plaisir à la suivre. Tu nous en diras un petit mot dans le et demain, Maxime, mais on n'a pas fini de suivre des jeunes pépites en tir à l'arc. Mais pour l'instant, tu vas nous parler de la première très très grosse finale de l'athlétisme. L'athlétisme a commencé, on a eu des premières épreuves. Pour en dire un mot d'ailleurs, malheureusement pas de médaille sur le décathlon à Mackensen-Gletti que l'on attendait, pourquoi pas, après le retrait de Kevin Mayer, malheureusement ne termine pas dans le top 5. Mais ce soir, il y avait le 100 mètres féminin, et en l'absence de ses principales opposantes, notamment les Jamaïcaines, et en premier lieu Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a dû renoncer avant la demi-finale. En leur absence, il y avait une grande favorite, non pas Shelly-Ann Fraser-Pryce, justement Sha'Carri Richardson, l'américaine, qui est, vous le voyez sur cette photo, largement dépassée par une athlète qu'on n'avait pas vu venir,
Une médaille d'or pour Sainte-Lucie, c'est une première, Maxime. Ton coup de cœur est donc Julian Alfred. Ouais, je vais vous parler du coup de Julian Fred qui provient de Sainte-Lucie, donc on peut pas savoir franchement de premier coup où se situe ce pays. Donc pour vous dire à peu près, c'est un pays qui se situe à côté de la Martinique au nord du Brésil, donc dans la mer des Caraïbes. Donc pour un peu plus vous parler de notre pépite, de la pépite féminine sur 100 mètres de ces JO. Donc c'est le meilleur temps des demi-finales devant Richardson, qui est elle-même championne du monde en titre. Donc c'est quand même une sacrée cliente. Elle réalise notamment, désolé, un énorme chrono sur 60 mètres cet hiver avec un 6,94, donc à 2 petits centièmes du record du monde. Et donc, suite à cette demi-finale, donc je reviens au JO, elle se retrouve du coup Richardson et Alfred, excuse-moi, donc les deux favorites au couloir 6 et 7. Et après un départ, excusez-moi, plus qu'explosif, elle part, je pense, 1 ou 2 mètres en tête très largement et arrive à contrôler toute la course et à s'imposer facilement du coup devant les deux Américaines Richardson et Jefferson que vous voyez à l'image juste derrière. Et elle fait quand même un très très bon chrono à 10,72 à 10 centièmes du record olympique. Donc c'est une fille à surveiller dans les prochaines années. Effectivement, car elle est encore très jeune, elle a que 23 ans, hein, si je me trompe pas. Je vais vérifier ça tout de suite. Il me Euh, semble, oui. ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hop, vérification. 23 ans, c'est bien ça, c'est une 2001. Et donc c'est le début hein, des grandes finales d'athlétisme. Ça nous fait une parfaite transition avec le programme de demain, puisque ça y est, hein, on commence à rentrer dans le très sérieux. Demain, la finale du 100 mètres messieurs, après le 100 mètres féminin ce soir. Ça y est, l'athlétisme est bel et bien lancé au Stade de France sur cette magnifique piste violette, avis qui n'engage que moi, mais je la trouve absolument sublime. Demain, alors j'ai mis 17 médailles d'or en jeu, mais il en manque une ou deux, puisque vous m'avez fait très justement remarquer, les gars, que demain on aura une finale en tennis entre deux hommes que l'on connaît bien et qui se sont souvent retrouvés en finale de grands tournois, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à Roland Garros. Ça promet du très très grand spectacle. Et il manque aussi l'escrime sur le programme où on vous l'a dit, on a une assez belle chance de médaille. Mais la question traditionnelle, Maxime, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité demain? Alors je vais peut-être un peu choquer enfin, surprendre des personnes, mais je vais regarder mon petit chouchou des JO qui s'appelle Baptiste Addis en tir à l'arc homme. Donc c'est quelqu'un que j'adore, enfin, j'en ai parlé la dernière fois en live et enfin, c'est pour moi une petite pépite. Il a tout juste 17 ans, il vient de passer son bac français, il est juste en demi-finale des JO, donc la vie est belle. Et c'est notamment je sais pas comment on appelle les personnes qui font du tir à l'arc, bref, un tireur, on va dire comme ça, qui s'est notamment fait Un archer. remarquer pour un archer, oui, exactement. Euh, donc un archer qui s'est fait connaître ou un peu repéré par notamment les spécialistes, les Coréens du Sud, pour sa précision et sa fougue de son jeune âge. Donc je pense que je vais regarder ça et notamment je pense le tennis parce que j'aime beaucoup le tennis et la natation, mais je pense que vous allez nous en parler aussi. Effectivement, la natation. Bon, je ne te laisse même pas le penalty sans gardien, Robin. Je mentionne que demain, on aura Léon Marchand qui sera aligné donc pour le relais 4 x 100 mètres, 4 x 100 mètres 4 nages. Comme ça, tu vas devoir me donner quelque chose de plus original. Qu'est-ce que tu regardes, toi, en priorité demain? Et bah demain, je pense qu'en priorité, je vais quand même regarder le 100 mètres parce qu'on sait que c'est une C'est vrai que épreuve c'est reine bien plus des Jeux original. Olympiques. C'est vrai que c'est très original. Non, mais non, ça va être intéressant de suivre cette épreuve. Demain, il me semble que c'est programmé tard le soir, c'est à 21h50, 22h, 21h50, ouais. 21h50. Et ben ouais, parce que il me semble qu'il y a le champion du monde en titre, l'américain, Noah Lyles, je sais pas comment, Lies. Lyles, ouais. Lyles, au Jamaïcain Thompson. Donc ça va être un beau duel à voir. On va voir qui des deux va sortir vainqueur. Et le 100 mètres aux Jeux Olympiques, on sait tous que c'est toujours épique. Effectivement, c'est la discipline reine.
Et donc on suivra ça avec une très grande attention. Voilà un petit peu pour le programme de demain. On a légèrement dépassé aujourd'hui, mais ça ne nous empêchera pas bien évidemment de faire un petit quiz. Bon, je suis pas allé chercher très loin, on va faire un qui suis-je. Maxime, tu connais les règles, donc normalement tu as un avantage. Robin, on va te les Et je risque expliquer de très perdre, hein. rapidement. J'ai choisi un ou une athlète. Je vais vous donner des petites informations au fur et à mesure. Donc l'idée est de deviner quelle est cette athlète. Sachant que si tu donnes une réponse et qu'elle est fausse, ton adversaire a la main pour la prochaine information. C'est parti, je suis une athlète qui a décroché une médaille olympique. Mais à vrai dire, on ne me connaît pas vraiment pour ça. J'ai d'autres résultats qui sont peut-être un petit peu plus impressionnants. J'ai porté la flamme olympique. Je suis une athlète française. Je suis une athlète française, je mesure 1m75 et je suis droitière. Le fait que je sois droitière est assez important dans mon sport, car c'est un sport qui fait appel au bras. J'ai Ah, remporté... Vas-y, t'as une idée? j'allais dire, mais là, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais Laura Flessel. Non, du tout. Du tout, on n'est pas tout à fait sur le même genre. Euh, mais on est bien sur un sport qui se pratique avec un objet en main, effectivement. Il n'y a On est pas de plus tennisman précisément, française. Ouais. on est plus précisément, si, sur une tennisman. Je pratique un sport de raquette Ah oui. et j'ai bel et bien été médaillé olympique. Je suis une tennisman, donc j'ai remporté 2 titres du Grand Chelem en simple, 2 titres différents. Mais en tant que bonne française, bien évidemment, je n'ai jamais dépassé les quarts de finale à Roland-Garros. Néanmoins, cela ne m'empêche pas d'avoir une attache toute particulière avec ce tournoi. J'ai On l'a remporté pour être... forcément. Oui, j'ai Oui, oui, on remporté l'a. pour Mais en être, fait, pour être plus précis, l'Open d'Australie et Wimbledon. J'ai aujourd'hui 45 ans et Ah, j'occupe toujours des j'ai positions j'ai pas son prénom, d'importance. mais je crois que j'ai son nom. Vas-y. C'est Pierce? Non, quelque chose comme ça? Non, du tout. Marie Pierce? Un truc comme ça? Non, Punaise. non, non, non. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? Parce que j'en ai une, mais qui va être un petit peu trop facile. Euh, mais alors, pour autant, tiens, je vois là que elle a remporté Je crois que son. j'ai. Vas-y. Amélie Mauresmo? Ah, Oui, bravo Maxime. j'allais le Très dire. solide, très solide. Et en Bon, fait, je sais pas pourquoi j'avais une fixette sur Garcia, mais je me suis dit, en fait, je l'ai jamais vu au JO. Ah, et puis elle a pas 45 ans aussi. Mais oui, c'est Oui. ça. Et Non, oui, écoute, parce j'ai que oui, essayé Mauresmo, de. elle est connue aussi pour ce qui s'est passé en dehors du tennis, c'est vrai. Ouais, et puis j'ai essayé de faire le lien parce qu'elle a été médaillée olympique, ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Mais pour autant, elle est pas spécialement connue pour ça. Enfin, je la connaissais plutôt en tant que tennisman sur le circuit traditionnel. Voilà pour le quiz, les gars. Merci d'avoir été présent. Merci Robin de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pas de souci. Et merci Maxime. De toute façon, je sais qu'on va Toujours te présent. retrouver évidemment d'ici la fin de ces jeux. Est-ce que tu vas avoir une épreuve encore d'ici à la fin de Non, ces jeux? c'est bon, je suis allé en voir deux, qui étaient C'est fini deux pour toi. épreuves magnifiques au Stade de France et au Versailles, donc c'est fini pour moi et je vais rester dans mon canapé à regarder les épreuves, donc c'est déjà très bien comme ça. Ce sera tout aussi bien. Et toi, Robin, est-ce que tu es allé ou est-ce que tu vas avoir une épreuve? Alors non, malheureusement, moi, j'ai pas pu prendre de place pour aller voir des épreuves. Mais en habitant pas loin de Lyon, c'est vrai que quand je vois le Groupama Stadium allumé et que je vois qu'il y a l'équipe de France féminine qui joue au football, ça me donne un peu de regret quand même. L'équipe de France féminine qui est en train de perdre d'ailleurs. On est à 16 Ouais, minutes de temps des prolongations Ah, et on est c'est toujours pas mené fini? 1-0. Ah, Non, temps 16 minutes additionnel? de temps additionnel. Bon, Ouais, donc ça sent quand même ça pas semble. très bon cette histoire, hein. Ouais.
On en reparlera D'ailleurs, plus beaucoup devant. ça a chauffé un peu comme les garçons hier avec une brésilienne, Ouais. ouais, ouais. Tout à l'heure, ouais, ça avait pas mal chauffé. Bon, bref. C'est juste le petit point bleu féminin niveau foot. Effectivement, malheureusement, ça sent la fin de parcours pour les féminines du football. Bon, si jamais ce n'est pas le cas, on en reparlera bien évidemment d'ici les prochains jours. C'est dommage, mais il y aura a priori pas de médaille pour Monsieur Hervé Renard qui était quand même venu pour ça. Bon, allez, on conclut ce live. Merci d'avoir été présent, les gars. Merci à vous qui étiez là dans le chat. On se donne le même rendez-vous comme d'habitude demain, même lieu, même heure sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique à partir de 22h. Si vous avez raté un petit bout de ce live, sachez que la rediffusion sera disponible très rapidement sur YouTube. Et puis nous, on vous dit à demain. On sera ensemble jusqu'au bout de ces JO. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de pause. Donc on a juste hâte de vous retrouver, notamment pour parler du 100 mètres. Bonne soirée les amis. À bientôt.